Vous regardez New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Près de 10 mois après un premier voyage à Niamey pour rencontrer les autorités du pays et tenter de résoudre la question relative à la fermeture des frontières terrestres entre le Bénin et le Niger, les deux anciens chefs d'État béninois, Nicéphore Siglo et Aïe Boni, seraient de nouveau attendus au Niger pour tenter une nouvelle fois de relancer les négociations en vue de la réouverture des frontières entre les deux pays voisins. Mais quand seront-ils reçus par le président Abdourahmane Tchiani? Mais surtout, quel sera l'agenda de cette rencontre? On en parle avec notre invité, Noureddin Didi Alou. Bonsoir et bienvenue. Bonjour Charlotte Guézéré. Vous êtes le directeur général Afrique Action Développement. Vous êtes également spécialiste de la communication pour un changement de comportement social et d'impact. Le Niger et le Bénin, on en parle depuis le changement de régime au Niger en juillet 2023. Les relations diplomatiques entre le voisin béninois ont été mises à rude épreuve. Les tensions se sont succédées. Plus d'un an après, comment aujourd'hui se portent les relations entre les deux pays? Bon, disons que les relations sont restées au plus bas depuis le dernier voyage des présidents Nicéphore Soglo et Yahi Boni qui se sont volontiers donnés à la tâche, c'est-à-dire travailler à rapprocher les deux gouvernements. C'est vrai que depuis ce temps, un ambassadeur béninois a rejoint Niamey avec la dernière parenthèse que vous connaissez, rappel et redéploiement. Et il y a eu aussi un ambassadeur du Niger qui s'est installé à Cotonou, qui a été même reçu, je crois, par le président Talon. Et puis il y a eu une délégation conduite par le numéro 3 du CNSP, le général Toumba Mohamed, avec Cotonou. Et nous avons assisté à des communiqués de part et d'autre. Mais en ce qui concerne le fond du dossier, c'est-à-dire la réouverture de la frontière de Malanville, rien n'a bougé. Les relations sont toujours empreintes de suspicion et de méfiance de chaque côté. Et dans ce contexte délicat, les anciens présidents béninois Nicéphore Siglo et Yahi Boni ont entrepris donc des missions de médiation pour tenter d'apaiser les tensions et restaurer les liens historiques entre les deux pays. Mais quelles leçons tirer des premières rencontres de cette démarche? Oui, les premières rencontres, il y a de cela à peu près 10 mois, ont permis quand même leur premier déplacement à Niamey, ces deux anciens présidents du Bénin. Leur déplacement a quand même permis à l'opinion de voir que le Niger était disponible à aller vers un règlement pacifique du malentendu. Et cela nous a permis d'assister à deux communiqués qui ont été rendus publics, un à Niamey et l'autre à Cotonou, pour afficher donc la volonté des deux gouvernements à travailler, à avancer sur le dossier. Mais comme je vous le disais à l'entame de cette émission, jusque-là, rien n'a bougé. Mais surtout, il était question, donc, dans les communiqués rendus publics par les deux gouvernements. Estimez-vous que le blocus vient du côté béninois? Le blocus, en tout cas, c'est un fait de constater, parce que est-ce que le blocus vient du côté béninois ou est-ce que, en tout cas, nous assistons à cet éternel épisode où le Niger accuse, où le Bénin défend. Et le communiqué auquel je faisais allusion tout à l'heure disait qu'il y aurait la création d'une commission tripartite où il y aura des experts et des personnalités de haut niveau de deux côtés qui vont travailler sur les questions qui fâchent. Mais vous constaterez avec moi que jusqu'à présent, il n'en est rien. Cette commission tripartite n'a jamais vu le jour et je ne pense pas qu'il y ait une avancée significative. Il y a même d'autres structures qui ne sont pas impliqués dans le processus, qui ont fait des travaux de réflexion, qui ont fait des suggestions. Si je prends par exemple le collectif des ressortissants pour une coopération apaisée entre le Bénin et le Niger, ont suggéré à un moment donné une ouverture partielle et un contrôle accru au niveau donc de la frontière. Mais rien n'est fait. Ce collectif ne représente pas
ne représente aucunement les deux gouvernements, mais c'est un cercle qui réfléchit et qui fait des suggestions. Didier Alao, il y a 6 jours, l'ancien président béninois, Nicéphore Soglo, l'annonçait sur un média international. Les deux doivent à nouveau rencontrer le président du Niger, Abdourahmane Tchiani. Connaît-on la date de cette nouvelle rencontre, mais surtout l'agenda? Non, la date, je ne pense pas qu'elle est connue, puisque si vous écoutez l'intervention du président Nicéphore Soglo, je crois que c'était sur un média international, où lui-même disait à la fin donc, de son intervention qu'il attendait certains détails, certaines informations complémentaires de la part de l'ambassadeur du Niger au Bénin pour pouvoir être fixé, notamment sur la date et probablement les conditions du déplacement et tout. Donc on n'a pas encore de date à ce niveau. 6 jours depuis l'annonce, vous pensez pas que ça prend un peu de temps? Ben, écoutez, vous savez très bien que il faut d'abord que, même si le président Soglo dit qu'il est invité à nouveau à Niamey et qu'il a même dit qu'il s'y rendrait avec Yahi Boni, mais je pense qu'il faudrait d'abord que l'agenda du général Tchiani soit dégagé. Une chose est de les inviter, mais ensuite une chose est que le général Tchiani puisse trouver un créneau dans son agenda pour les inviter. Ce qui est sûr, le président Soglo est une personnalité crédible qui ne raconte pas n'importe quoi. Ce qui est sûr est que certainement qu'ils sont attendus à Niamey et il a même dit que s'il y a une date qui est retenue et qu'il pourra donc donner d'autres informations complémentaires à ce sujet. Il s'agit bien, comme l'a dit l'ancien président béninois, d'une invitation du président du Niger en personne, ce qui confirme la position de Niamey à aller vers le dialogue. Oh, bien sûr, absolument. Vous savez que le général Abdourahmane Tchiani a toujours affiché sa volonté à coopérer et même les nouvelles lignes ou les nouvelles orientations en matière de diplomatie, relations internationales, de coopération ont été donc fixées lors des assises qui sont tenues à Niamey. Je pense qu'aucun pays ne vit en autarcie. Et par rapport aux défis communs que constitue la sécurité et les incursions djihadistes, je pense, nous l'avons dit à plusieurs reprises sur ce plateau, qu'il est important que le Bénin et le Niger aillent vers un règlement pacifique. Donc, tout au moins sur le plan sécuritaire, les deux pays ont besoin l'un de l'autre. Même si aujourd'hui, le Niger n'a pas renvoyé son fret sur le port de Cotonou, au moins sur le plan sécuritaire, et il faudrait que les deux pays se donnent la main pour avancer. Vous le disiez à l'entame de cette émission, ces rencontres avec les autorités du Niger sont une initiative des deux anciens chefs d'État du Bénin. Estimez-vous que cette démarche elle est pertinente? Bon, les présidents Yahi Boni et les présidents Soglo, c'est des anciens chefs d'État qui ont un carnet d'adresses qui est riche. Et vous savez qu'en Afrique, quand des frères ne s'entendent pas, il appartient aux sages de jouer à l'apaisement. Donc, de leur position d'anciens chefs d'État, leur rôle et leur volonté affichée de vouloir leurs bons offices qu'ils proposent pour pouvoir rapprocher les deux gouvernements, c'est pertinent ce rôle. C'est le rôle qui est dédié, je l'ai dit, à des personnes, à des sages comme eux en Afrique. Justement, parlant de rôle par le passé, quel rôle historique les deux anciens chefs d'État ont eu à jouer dans les relations entre le Bénin et le Niger? Bon, tout au moins lors de leurs officines, j'allais dire, pour ce qui concerne le président Soglo et le président Yahi, malgré qu'il y a eu les petites difficultés autour du port, n'ont jamais manqué, mais personne n'a été jusqu'à la fermeture des frontières. Donc je pense qu'ils ont une expérience en matière de bonnes relations quand même avec, en ce qui concerne la gouvernance des relations diplomatiques avec le voisinage immédiat. Et je pense que c'est cette riche expérience qu'ils tentent aujourd'hui de mettre sur la table. De mettre sur la table et de mettre au service à la fois du Bénin mais aussi du Niger. Et selon vous, quelles sont les attentes de la population béninoise, mais également de la population du Niger vis-à-vis de leurs interventions dans ce dossier? De toutes les façons, les attentes des populations sont très grandes. Il s'agit de la réouverture de la frontière.
Et il s'agit de la reprise donc des relations et des échanges commerciaux et de manière plus fluide, de manière plus facile, et à travers donc le pont qui relie Malanville à Gaïa et donc la frontière. Et ces relations ont été mises à mal depuis un certain nombre, depuis les événements du 26 juillet 2023 auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. Et je pense que la fermeture de la frontière, même si elle n'est pas une décision qui est intervenue de façon complètement hasardeuse, c'est une décision qui est intervenue, vous l'avez suivi plusieurs fois, le général Tiani, qui est très jaloux de la souveraineté de son pays, qui est très jaloux de la sécurité intérieure du Niger et qui mène un combat implacable contre donc tout agresseur intérieur donc de son pays. Je pense que il a raison d'aller dans ce sens, mais en même temps, il va falloir à un moment donné, avec le voisin béninois, trouver donc les moyens d'apaisement pour le bonheur de la lutte contre le terrorisme et pour les échanges commerciaux entre les deux pays. N'y mettant la main du dialogue dans le sens inverse, c'est-à-dire à Cotonou, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les démarches en entreprise justement pour un apaisement? Est-ce que le président Patrice Talon est également investi? En tout cas, si vous vous référez, si on se réfère à sa dernière intervention, donc sur un média international, le président Talon a encore affiché sa disponibilité et sa volonté. Il a même affirmé que lui, que le Bénin attend. Vous estimez alors que du côté de Cotonou, les choses bougent, les lignes bougent également? Non, je ne pense pas que, même si les lignes bougent à l'intérieur des pays, il faut qu'on voit la frontière réouvrir. Parce que c'est l'ouverture de la frontière qui montre aux observateurs que nous sommes et aux populations qui sont dans le besoin que les lignes ont vraiment bougé. Voilà. Quelles sont, selon vous, les principales difficultés auxquelles peut-être seraient confrontés les deux médiateurs? Non, les deux médiateurs, je pense que le levier principal sur lequel ils peuvent s'appuyer, c'est que d'abord, c'est des anciens chefs d'État, et donc des sages, et qui ont pris sur eux quand même l'initiative d'aller parler aux voisins nigériens. Ils ont été reçus à Niamey. Et ils ont été à leur retour reçus également au palais de la Marina par le président Talon. Et je pense que leur retour à Niamey, c'est pour certainement aller continuer à travailler à ce que les lignes, pour continuer à travailler à ce que les lignes bougent et que certainement que tout au moins que la commission tripartite qui a été dont on a fait cas dans les communiqués dans les deux pays puisse au moins voir le jour afin de permettre une évolution vers le règlement pacifique de la crise. Je pense que le retour à Niamey peut permettre encore une fois, parce que c'est des sages et je sais quand même que dans la culture nigérienne, les sages sont très écoutés et très respectés. Et je pense qu'ils sauront, puisqu'ils entretiennent désormais Yahi Boni et Nissé. Mais quelles sont les chances que cette fois-ci, après une rencontre avec le président du Niger, qu'ils obtiennent la rouverture des frontières? Il ne faut pas désespérer. Je pense qu'ils iront certainement parler encore à leur frère, le général Tiani, certainement lui faire d'autres propositions. Et certainement que le général Tiani aussi va voir un peu ce nouveau déplacement là de ces deux sages, et certainement qu'il fera aussi des sacrifices pour qu'on puisse avancer sur le dossier. Et au niveau à la frontière, alors quelle est la situation? Quels sont les impacts sur les commerçants qui sont les premiers bénéficiaires des avantages, en tout cas des facilités de déplacement entre les deux pays? Non, ce qui est sûr pour l'instant, les déplacements se font toujours par bac motorisé sur le fleuve, et c'est malheureusement très difficile et très lent dans les échanges et dans la fluidité de la circulation.
Et donc, il est important que, c'est pour cela qu'il est important d'aller vers la réouverture de la frontière pour le bonheur des populations. Le président nigérien a reçu le 10 mars dernier les conclusions des assises nationales de la refondation du Niger. Le général prône le pardon et la cohésion sociale. Comment expliquer pourquoi l'invitation du général Tchani au pardon suscite des réactions au Niger? D'abord, l'occasion à laquelle le général Tiani a suggéré ou a demandé dorénavant aux Nigériens de se pardonner, c'est une occasion doublement solennelle. La première, vous savez que nous sommes dans le mois du Ramadan et qu'il est recommandé aux musulmans dans le mois de Ramadan de régler les difficultés, les crises internes entre eux. Et vous savez aussi que ces propos ont été tenus par le général à l'occasion de la remise du rapport des assises qui se sont tenues. Alors pour les détracteurs ou ceux qui ne sont pas contents, je pense qu'ils ne perçoivent pas très bien ce que peut voir le général Tiani à travers sa position de chef d'État d'un pays qui fait 3 fois et demi la dimension et la superficie de la France et d'un pays de près de 30 millions d'habitants et d'un pays qui est confronté à des défis sécuritaires colossaux de tous bords. Et de par sa position, s'il demande aux Nigériens de se donner la main à l'occasion de la réception de ce rapport sur les assises, je pense que le général Tiani ne parle pas en l'air, il sait de quoi il parle. Et nous sommes, le Niger et même les États du Sahel sont confrontés à des défis colossaux qui font qu'ils ont besoin de l'adhésion populaire et que les Nigériens doivent effectivement suivre ce qu'a dit le général Tiani, parce que peut-on faire effectivement, peut-on avancer sans pardon? Et donc, je pense que ces détracteurs et toutes ces réactions négatives auxquelles on a assisté sur la toile, oui. Je pense que les gens font plus allusion au président Issoufou, qu'ils considèrent comme quelqu'un qui a encore de l'influence dans la gouvernance du général Tiani. Mais que les gens le veuillent ou pas, le président Issoufou Mamadou, c'est un citoyen nigérien qui a géré le pays quand même pendant 10 ans, qui a fait 20 ans d'opposition, il a son mot à dire. Et je pense que après ces assises, les Nigériens de tous bords devraient se rassembler sans exclusion, parce que c'est ça aussi, si on veut construire une base solide d'une nation et d'un pays, il ne faut pas tout simplement exclure les gens d'une certaine catégorie, qu'ils aient déjà géré ou pas le pays. Il faut l'expertise, la connaissance, l'expérience de tout un chacun, y compris bien entendu du président Issoufou Mahamadou, pour construire le Niger. Je pense qu'aujourd'hui, pensez-vous qu'il joue un rôle primordial pour préserver la cohésion sociale au Niger? Absolument. On ne peut pas parler aujourd'hui de cohésion sociale au Niger et exclure le président Issoufou Mahamadou. Il faut l'inclure. Ça, c'est mon avis personnel. Il faut l'inclure, il faut l'associer. Il n'y a pas que lui. Il y a tous les bords. Les citoyens nigériens de tous les bords doivent être impliqués. Il y a des dossiers de malversation ou de corruption, entre guillemets, qu'il faut laisser la justice trancher. Mais en même temps, le Niger a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour pouvoir se construire en tant qu'une nation solide et forte sur le plan international. Et parlons justement de pardon. Aux dernières nouvelles, l'ambassadeur Gildas Agonkan cumule désormais son poste d'ambassadeur du Niger et avec celui du Burkina Faso. Et comment cela est-il perçu au Niger? Non, l'ambassadeur Gildas Agonkan, c'est l'ambassadeur du Bénin, c'est un fonctionnaire. Et rappelons que pour un pardon demandé, il avait été rappelé par Cotonou. Oui, mais vous avez vu que jusque-là, le pouvoir de Cotonou n'a pas donné une explication officielle de son rappel ou pas. Donc, nous l'avons déjà dit une fois sur votre plateau, Gildas Agonkan, l'ambassadeur, il relève du pouvoir béninois, de son ministre des Affaires étrangères. Il reprend donc ainsi du service. Il peut être appelé et rappelé, quitte au Niger, de l'accepter de nouveau ou de prendre une autre décision. Mais je pense qu'il relève, l'ambassadeur Gildas Agonkan relève
du pouvoir du Bénin qui peut le nommer, le dénommer, le dégommer comme bon leur semble, je pense. C'est un fonctionnaire béninois. Le Togo pourrait à l'avenir adhérer à l'AES. Le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet, l'a réaffirmé dans un entretien dernièrement. Pensez-vous que le blocus entre le Niger et le Bénin offre des opportunités à d'autres pays comme le Togo en matière d'échanges commerciaux? Non, ce qui est sûr, le Togo a déjà, à travers le leadership du président fort, et à travers son humanisme, à travers aussi sa position plus souple qu'il a eu adoptée au sein de la CEDEAO, je pense que pour cela, le Togo d'une manière ou d'une autre, bénéficie déjà du fret nigérien et donc de l'AES, on peut le dire. Bon, maintenant, je ne pense pas que nos pays doivent s'inscrire dans une dynamique de tel pays ne s'entend pas avec tel, et donc ça doit profiter à tel. Les défis, notamment sécuritaires et existentiels, sont tels qu'aujourd'hui, il faut que tous les pays, que ce soit les pays membres de l'AES et même de la CEDEAO, puissent entretenir des relations saines pour le bonheur, donc pour l'efficacité d'abord de la lutte antiterroriste et aussi pour le bonheur donc, des populations de part et d'autre. Arrivé au pouvoir, le nouveau président du Ghana a entrepris une démarche de réconciliation entre l'AES et la CEDEAO. Il a effectué dernièrement un déplacement dans les 3 pays de l'AES. Il dit avoir espoir que ces 3, le Bénin, le Niger, le Mali et le Burkina Faso retournent au sein de la CEDEAO. Quel regard portez-vous justement sur cette diplomatie ghanéenne en matière de gestion de la crise entre l'AES et la CEDEAO? C'est vrai qu'on a déjà eu un cas pareil, je ne sais plus si c'était la Mauritanie ou quel pays qui était sorti. La Mauritanie, tout à fait. Qui était sorti de la CEDEAO et qui l'a après réintégré. Mais dans le cas d'espèce, je ne pense pas qu'il faille rêvasser quand la Mauritanie était sortie, elle n'appartenait pas à un regroupement sérieux. Mais aujourd'hui, le Niger, le Mali et le Burkina se sont constitués en une organisation sous-régionale sérieuse qui est en train de faire des prouesses et qui séduisent même d'autres pays. Pour le président ghanéen, 3 pays qui sortent de la CEDEAO, c'est important. Oui, bien sûr, c'est important. Je ne pense pas que le président Dramani va réussir à ramener ces 3 pays dans la CEDEAO. Pas du tout. Surtout pas en l'état actuel d'une CEDEAO où même, vous voyez, Ambalo Sissoko de la Guinée-Bissau menace aussi de partir. Donc, cette histoire de CEDEAO, ça ne vaut plus rien du tout. Donc, qui va même retourner dans une organisation comme ça qui est à la solde à tout vent de tout impérialiste et et vous voyez les conférences ou les réunions de la CEDEAO sont remplies rien que d'Européens. On a du mal ensuite à comprendre même qui font la CEDEAO et qui ne font pas la CEDEAO avec les protocoles. Non, je pense que la CEDEAO ne vaut plus rien du tout. Il faut laisser et faire autre chose ou la réformer complètement. Mais l'AES ne reviendra pas. La preuve, si vous regardez le président ghanéen, quand il a fait sa tournée dans ces pays, en dehors de cette phrase empreinte d'espoir, il en a profité pour parler évidemment de son port, de ses ports et des échanges commerciaux que le Ghana pourrait avoir avec l'AES. D'un retour dans la CEDEAO, que faudra-t-il justement travailler à préserver au sein entre les différents pays? Non, je ne pense qu'il faille même envisager le retour des pays de l'AES à la CEDEAO. Je pense que la CEDEAO, ce qui reste de la CEDEAO, ils n'ont qu'à trouver un accord de coopération et qu'on laisse l'AES évoluer parce que nous, pour beaucoup d'observateurs, nous soutenons l'AES, nous espérons que l'AES fasse du chemin et que l'AES fasse et réussisse là où la CEDEAO a échoué, pour que ça soit un exemple sur le continent et pour que surtout que l'AES travaille à la souveraineté. Et c'est ce que nous voulons, nous les observateurs, c'est ce que nous souhaitons. Nous voulons voir que vraiment nos pays sont réellement des pays souverains qui n'emploient plus la politique de la main tendue. Le sujet faisait débat au Bénin depuis plusieurs mois. En 3e mandat ou non pour le président Patrice Talon, mais il a
réaffirmé, souligné dans une dernière interview sur un média international. Pas de troisième mandat pour lui. Il ne se représentera plus. Mais aujourd'hui, les regards sont tournés vers qui éventuellement pourrait être le dauphin du président. Qu'en pensez-vous? Non, vous savez que dans la plupart de nos démocraties tropicalisées, les chefs d'État en fin de mandat n'aiment pas tout de suite nommer leur dauphin. Et ils ont raison, parce que vous imaginez le président Talon nommer un dauphin tout de suite, c'est fini. Plus personne n'ira le voir la présidente. Tout le monde connaît déjà le probable prochain président. Donc tout le monde ira en réunion chez lui. Et donc ça peut aussi ralentir les activités qui sont en cours. Et donc, pour l'instant, des deux côtés, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté de la mouvance, et chaque camp s'organise comme il peut. Et qu'au moment où le jeu sera ouvert et que la compétition sera véritablement lancée, on pourra voir clair, on pourra faire une lecture plus claire donc, de la situation et même des questions de dauphinage. Justement, et quel est le climat? Comment les choses se passent aujourd'hui sur la scène politique au Bénin à l'heure actuelle? Bon, à l'heure actuelle, le climat est socialement quand même apaisé. Il y a les démocrates qui se plaignent chaque fois de ne pas avoir les autorisations nécessaires pour aller rencontrer les populations et tenir des réunions publiques. Pendant ce temps, sur le terrain, on voit très bien que de l'autre côté, dans le camp adverse, c'est-à-dire les partis qui soutiennent le président Talon, on voit qu'eux, quand même, ils arrivent à tenir des rencontres publiques, à aller à la rencontre de leurs électeurs ou de leurs militants. Et donc, l'opposition est sujet toujours que le code électoral soit revu. L'opposition suggère toujours que le jeu soit plus ouvert. Et vous avez suivi l'intervention du président Soglo, qui est un membre de l'opposition, on peut le dire, qui suggère qui vient s'ajouter à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mbedi Adrien, pour demander le retour de tous les exilés politiques, pour demander la libération de tous les prisonniers politiques. Donc maintenant, je crois que... Justement, est-ce que le pouvoir en place reconnaît qu'il y a des prisonniers politiques au Bénin? Non, mais écoutez, vous avez toujours suivi le président Talon. Chaque fois, il dit que si un homme politique, parce qu'il est politicien et qu'il a commis quand même des délits qui n'ont rien à voir avec la politique, se trouve à être en conflit avec la loi, et donc qu'on ne vienne pas le défendre en tant que prisonnier politique. Donc je crois que pour l'instant, on est toujours dans ce jeu de ping-pong où chaque camp profite quand même pour avancer ses pions. Ce qui est sûr, tous ces événements, il appartient aux Béninois d'aller juger dans les urnes quand ils seront convoqués. Les démocrates de Yayi Boni ont difficulté sur le terrain pour tenir des meetings. Quelle solution est envisagée? Non, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est qu'avant de faire leur meeting, qu'ils puissent remplir les conditions. Et que de l'autre côté, aucunement, de manière sournoise, qu'on ne puisse leur refuser donc ces autorisations, c'est tout. Pour conclure, Didier Alaou, avez-vous espoir que la prochaine rencontre entre les présidents Sénophore Soglo et Yayi Boni et le président du Niger, Abdourahmane Tiani, qu'il y aura du positif pour la rouverture des frontières entre les deux pays? Oh, mais madame, que vaut la vie sans espoir? Il faut toujours espérer et ne pas se lasser de poser des actions positives chaque jour que Dieu fait. Donc nous pensons oui. Je crois que le retour de ces deux présidents viendra en appui quand même à la diplomatie béninoise qui, relevons-le, sur ce dossier a complètement échoué et a été chaotique. On peut le dire, même si elle a fait des exploits sur d'autres points, sur le dossier Niger, c'est le chaos. Merci beaucoup, Nourdine Didier Alaou. DG Africadé, vous êtes spécialiste de la communication pour un changement du comportement social et d'impact. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis dans l'invité du jour.